On va procéder à un autre jeu de chaises musicales avec Armand Hatchwell. Voilà. Merci, Et Françoise. puis les directeurs, voilà, pendant que tu t'installes, je te laisserai le soin, bien sûr. Je ne veux pas rester tout seul. Non, non, non. Avant d'appeler les co-directeurs qui vont témoigner, permets-moi de te présenter. Et tu sais comment je vais te présenter, Armand? Éventuellement, Le pire. je dis que tu es professeur à l'école des mines, mais je dis surtout aux universitaires qui me sollicitent pour me dire, mais comment ça se passe à Cerisy? En quoi consistent les communications de Cerisy? Eh bien, je leur réponds, c'est bien simple. À Cerisy, ayez l'audace de défendre des hypothèses que vous n'exploriez pas dans des colloques scientifiques. Ça n'est pas de moi, c'est de lui. Place à Armand. Oui, effectivement, je revendique d'avoir pris beaucoup de risques à Cerisy, peut-être trop, peut-être même cette présentation est un peu risquée. Mais donc, je vais demander de l'aide tout de suite et j'ai besoin de. Alors, je sais que nous avons un absent, enfin, un colloque qui ne sera pas représenté malheureusement, effet Covid, c'est celui sur Max Weber, donc je lirai le texte. Mais j'espère avoir avec moi Simon Le Bouteiller. Il est là. Ouais. Alors, il est là. Magnifique. Annelise Worms pour le colloque beauté. Elle est là. Elle est là. Voilà. Et enfin, Laurent Jean-Pierre, qui est là, et à qui je dis bonjour depuis un certain temps. Un formidable colloque sur les histoires universelles, si mes souvenirs sont bons. Ah oui, c'était sur l'histoire de Pontigny. Bien, alors, je vous en prie, installez-vous. Donc, le temps étant compté, je vais juste peut-être dire quelques mots sur cet ensemble de colloques qui est classé sciences sociales. Alors, Cerisy, à la suite de Pontigny, évidemment, est connu pour le prestige de ces colloques littéraires et philosophiques. On sait moins, peut-être, que sur ces 70 années, Cerisy a été un fervent défenseur à la fois des sciences sociales, mais un défenseur très critique. Et au fond, Cerisy a à chaque fois interrogé les disciplines, la prétention même à avoir des disciplines, a interrogé aussi les penseurs, les grands penseurs, les espèces de grandes constructions théoriques des sciences sociales. Mais Cerisy, beaucoup plus, a introduit des objets. Le jardin, le travail, l'entreprise, et reparti des mystères, des énigmes que posent ces objets, et moins qu'on puisse dire, c'est que notre contemporanéité remplit des énigmes, je dirais plus que nous ne pouvons les résoudre. Et cette manière à la fois de naviguer entre les disciplines, les objets, les auteurs, je pense, illustre assez bien ce que nous allons faire ensemble. Alors, je vais tout de suite vous passer la parole. Alors, on va faire à l'envers du calendrier, puisqu'on va commencer par ceux qui arrivent en octobre. Et grande tradition cerisienne, les colloques dits normands. Mais je ne peux pas résister à l'analogie conquérir, soumettre, gouverner, la pacification. Je vous laisse deviner. Mais oui, je vous remercie pour cette invitation. Donc, effectivement, vaste sujet. Donc, c'est un colloque que j'organise avec mes deux collègues Pierre Baudouin de l'Université de Caen-Normandie et Annick Peters-Gusto de l'Université de Nantes. Je vais vous donner le titre complet de ce colloque parce que ça va indiquer le cadre spatio-temporel aussi, ce qui est quand même assez important pour un colloque d'histoire. Donc, le titre complet, c'est Conquérir, soumettre et gouverner, théorie et pratique de la pacification dans les mondes normands, entre parenthèses, monde viking, Normandie, Royaume d'Angleterre et Sicile, 9e, 12e siècle. Alors vous voyez effectivement ce que nous on appelle les mondes normands médiévaux, c'est un espace qui est très très large, très vaste et très diversifié aussi. Et cette expansion normande dans ces différentes régions d'Europe, elle s'est faite bien souvent par la conquête, par la violence. Eh bien, dans ce colloque, on se propose d'explorer de nouveau les configurations de la conquête et de l'installation des Normands dans ces différentes régions.
Donc ici, l'idée centrale, ça sera de s'intéresser à cette transition entre un état de guerre et un état de paix. Un état de paix qui permet notamment l'installation des nouveaux arrivants dans ces différentes régions et la création de nouvelles entités politiques sur place. En sachant d'ailleurs que la limite entre un état de paix et un état de guerre n'est pas toujours évidente, n'est pas toujours claire, parce que même dans un contexte pacifié, on peut encore avoir des phénomènes de violence et de coercition. Ce sujet s'inscrit dans un renouvellement de l'historiographie, parce que les historiens ont montré que les processus de pacification dans ces différentes régions des mondes normands avaient suivi des formes très, très diverses, très différentes, selon les contextes et selon les moments. Par exemple, si on reprend la fondation du duché de Normandie, début 9e, début 10e siècle, on remarque que les Scandinaves, les chefs scandinaves qui se sont installés dans la région, ils se sont insérés très rapidement, très facilement au sein des tissus sociopolitiques locaux et francs. D'autant plus que les structures du pouvoir carolingien ont pu suivre une certaine continuité par la suite. Quand on regarde le cas de l'Angleterre, donc la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066, on voit qu'on a encore un processus de pacification qui est très très différent. Là, au contraire, l'arrivée du pouvoir normand se fait davantage dans la violence, notamment avec un remplacement très fort des élites anglo-saxonnes par des élites normandes. En plus, on a tout un processus d'affirmation idéologique très marqué pour justifier le nouveau pouvoir installé sur place. Et puis pour ce qui est de la Méditerranée, donc l'Italie du Sud et la Sicile normande, là on a encore une autre histoire, parce que ce processus de conquête se fait de manière beaucoup plus progressive, avec des formes d'imprégnation et d'influence, mais on a aussi beaucoup de coopération qui se mettent en place avec les élites locales. Bon, vous voyez, quand on compare ces différents espaces, on peut avoir finalement des définitions de la pacification qui varient considérablement d'un espace à un autre. Et donc c'est ce sur quoi les 17 intervenants du colloque vont pouvoir discuter, chacun en abordant une perspective assez particulière, propre à ce qui est la pacification. Alors, on a une multitude de perspectives possibles. Certains vont davantage se concentrer sur des logiques sociopolitiques, par exemple en examinant l'attitude des arrivants, des Normands, vis-à-vis des structures politiques locales, comment ils ont pu s'approprier ces structures politiques, est-ce qu'ils les ont modifiées, quelles ont été aussi leurs attitudes vis-à-vis des élites locales. D'autres intervenants vont davantage revenir sur les aspects juridiques, par exemple, est-ce qu'ils ont transformé le droit local. D'autres vont aussi s'intéresser aux logiques économiques, par exemple, comment la captation des terres a pu se faire et qu'est-ce qui s'est passé avec le commerce et avec l'impôt également, et j'en passe. Je crois que... D'accord. En tout cas, les résonances contemporaines, malheureusement, se multiplient, et même la description des différentes options du colloque nous rapproche beaucoup de ce que nous vivons, ce qui prouve l'intérêt d'y réfléchir. Alors, le deuxième colloque dans l'ordre inverse du calendrier, Penser les sociétés et les pouvoirs avec Max Weber. Donc, malheureusement, Raphaël Léniou ne peut pas être avec nous. Alors, bon, j'avais envie de dire, on ne présente plus Max Weber. Et pourtant, c'est probablement, c'est souvent un peu cet effet de halo universitaire, c'est-à-dire que plus on parle d'un auteur, peut-être moins on l'approfondit. Et il y a toute une série de couches interprétatives qui parfois ressemblent un peu à ces couches qu'on a sur les vieux tableaux. Et alors on vient, le merveille de la restauration, c'est qu'on nettoie et tout d'un coup des couleurs elles apparaissent. Je pense que c'est le projet de ce colloque, parce que finalement, je lis, le but c'est à l'occasion de le centenaire de la mort de Max Weber. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il était à la négociation du traité de Versailles en 1918. Et il avait déjà vu qu'on avait demandé trop de sous à l'Allemagne et que ça allait avoir des effets catastrophiques. Et donc le colloque réunit à la fois des chercheurs, pas seulement d'économie ou de sociologie, mais aussi d'histoire, de sciences politiques, de philosophie, pour regarder soit les grands thèmes habituels de Max Weber, la construction des groupes sociaux, des communautés, la sociologie de la légitimité politique, on vit tous avec éthique de la responsabilité, éthique de conviction,
ça est évidemment à rediscuter. La question des croyances chez Max Weber et peut-être aussi le plus important, la réception comparée de son œuvre dans les différents contextes. Alors j'ajoute aussi, et c'est important, qu'il y aura la présence de la grande directrice de l'édition actuelle presque complète, 47 volumes, 40 ans de travail sur Max Weber. Voilà, je pense, un programme de colloque qui attirera, je pense, beaucoup de monde. Eh bien, alors, toujours vous voyez, dans un petit peu cette interrogation, à la fois réfléchir sur les grands auteurs, mais réfléchir aussi sur les instruments. La pensée historienne, avec vous, a été très présente sur le Normand, mais aussi il y a évidemment des gens qui pensent le métier d'historien, et j'espère que Martin Rueff nous entend, parce qu'il va nous parler du colloque Carlo Ginzburg. Est-ce qu'il nous entend? Oui, je vous entends très bien. J'espère que vous-même, vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. Bon, écoutez, je vous prie vraiment toutes et tous de bien vouloir excuser mon absence. Avec nous. Et voilà, je ne suis pas moi-même atteint du Covid, mais je dois m'occuper de ma mère qui l'est elle-même. Bon, alors écoutez, tout ça ne vous importe pas. En revanche, ce qui m'importe, c'est de vous dire quelques mots de ce colloque, donc, qui aura lieu au mois de septembre, du 9 au 15, et qui s'intitule donc « L'historien sur le métier, conversation avec Carlo Ginzburg ». Alors, je partirai d'une simple citation, parce que dans le discours qu'il avait prononcé en septembre 2011, lorsqu'il avait reçu le prestigieux prix Balzan, Carlo Ginzburg avait repris une page de Walter Benjamin et comparait son itinéraire historiographique, je le cite, à une partie d'échecs dans laquelle les pièces ne sont pas données d'emblée, mais introduites au fur et à mesure du jeu. Cette citation célèbre de Benjamin, c'est une citation qui va comme un gant, si vous me le permettez, à Ginzburg, parce que s'il est considéré par beaucoup d'entre nous comme l'historien le plus important de notre temps, ce n'est pas simplement par la qualité de ses enquêtes, son rapport à l'archive, et je dirais l'intensité qu'il sait donner au récit de celles et de ceux dont il fait l'histoire, mais c'est aussi et surtout parce qu'il introduit des pièces qui sont des concepts historiographiques au fur et à mesure de ses livres. Et vous le savez toutes et tous, littéraires, mais aussi spécialistes de sciences humaines et aussi psychanalystes, nous parlons tous aujourd'hui, en recourant dans nos travaux, à des concepts, à des dispositifs théoriques qui viennent de Carlo Ginzburg. Le terme même de micro-histoire, qui est souvent utilisé à travers dès qu'il s'agit de faire l'histoire du petit, et c'est pas exactement ça que veut dire micro-histoire, mais aussi le fameux paradigme indiciaire qui permet de nouer souvent des enquêtes psychanalytiques et des enquêtes littéraires, le rapport à l'histoire des subalternes, le refus d'une utilisation antichronologique d'Aby Warburg, et surtout, et aujourd'hui, vous le disiez, monsieur le modérateur, quand on pense à l'actualité terrible de la guerre qui nous entoure, le concept de preuve. Ginzburg est convaincu que l'histoire, c'est l'histoire qui s'appuie sur des preuves, et que la mise en récit rhétorique de ces preuves ne fait pas de l'histoire une fiction, ou si elle fait de l'histoire une fiction, il appartient à l'historien de départager cette fiction du fictif. C'était le titre d'ailleurs d'un des livres de Ginzburg, hein, Le fil et la trace, vrai, faux, fictif. Alors, le travail de l'historien aujourd'hui, c'est bien celui qui va consister à mettre ces concepts à l'épreuve, de nouvelles archives, de nouvelles sources. Et on a choisi avec Carlo, Étienne Hanheim et Albert Schiavetta, qui sont les co-organisateurs du colloque, un titre, L'historien sur le métier, conversation avec Carlo Ginzburg, à la fois par évidemment hommage à un texte que Ginzburg tient au plus haut, qui est
l'apologie pour l'histoire ou le métier d'historien de Marc Bloch, hein, le texte que Bloch a achevé en mourant en 41, mais aussi parce que le maître sur le métier, c'est la seule manière dont Ginsburg a accepté qu'on organise un colloque sur lui. Ginsburg nous a dit, s'il s'agit de faire mon éloge, j'ai 83 ans, vous pourrez faire ça dans une dizaine d'années. En revanche, je suis là et j'ai envie qu'on me mette à l'épreuve et qu'on mette mes concepts à l'épreuve et qu'on mette mes livres à l'épreuve. Et c'est ça que veut dire l'historien sur le métier. Et ce colloque, il intervient, et je remercie beaucoup Edith Orgon de nous donner cette possibilité, à un moment d'extraordinaire vitalité de l'œuvre de Ginsburg. Un livre de lui sortira en juin, néanmoins, Machiavel et Pascal. Un livre de lui vient de sortir en Italie, La Lettera Uccide, La lettre tue. Un numéro de la revue Incidence lui sera consacré. Il y a une forte actualité Ginsburg. Alors ce colloque, il mettra ensemble, autour de l'œuvre de Ginsburg, des historiennes et des historiens, mais aussi des littéraires. Je salue mon ami Tiffaine Samoyo qui vient d'arriver, qui est dans la salle et qui sera présente. Franco Moletti, mais aussi... On me pousse à vous interrompre et j'en suis très fort Marie et je le regrette. Mais je pense que vous nous avez déjà ouvert de belles perspectives. Un dernier mot peut-être ? Oui, venez toutes et tous d'abord. Et ensuite, je crois que c'est un colloque qui sera vraiment un colloque de travail, comme ceux que Cerisy permet. Et on se réjouit, on est toutes et tous très impatients. Pardon d'avoir abusé de votre temps. Et quand on est loin, c'est encore plus pénible. Donc merci de votre accueil. Merci à vous d'être là avec nous. Voilà. Alors, sans plus tarder, les deux colloques qui restent et qui plutôt vont illustrer l'idée de colloques sur des objets intrigants, des objets surprenants, mais sur lesquels on a envie de travailler pour finalement se projeter dans ce que peut être aujourd'hui notre contemporain. Beauté vitale. Oui, donc c'est un colloque que je co-organise. Moi, je suis de l'université et je le co-organise avec Clélia Azernik, qui est professeure aux Beaux-Arts de Paris et qui est aussi présidente de la chaire Beauté PSL L'Oréal, et Justin Jaricot, et qui s'intitule donc Beauté vitale, avec comme sous-titre pour une approche contemporaine de la beauté. C'est s'intéresser à la notion de beauté, ça peut paraître inactuel, intempestif, au sens aussi auquel l'entendait Nietzsche, et ça l'est, mais nous le revendiquons en fait d'une certaine manière, parce que la question de la beauté, la notion de beauté en fait, effectivement, peut paraître un peu poussiéreuse ou alors très normée. Et l'idée, c'est justement de s'interroger, c'est l'hypothèse que nous allons explorer, de s'interroger sur le lien, la relation entre la beauté et la vie. Et c'est le sens justement de l'adjectif qu'on nous avons accolé, si on peut dire, à la notion de beauté. Nous pensons qu'il faut réinterpréter, en tout cas essayer de réinterpréter la bonne notion de beauté aujourd'hui. Et pour ce faire, nous ne serons pas donc uniquement, il n'y aura pas que des sociologues, mais il y aura, parce que j'ai vu l'intitulé sociologie, donc je dis voilà, au contraire, il y aura évidemment bien sûr des sociologues, mais aussi des philosophes, des spécialistes, des paléontologues, il y aura aussi des scientifiques au sens de spécialistes de la géologie, des musiciens,
toutes sortes de, voilà, de disciplines. Donc c'est vraiment le directeur un colloque du musée de minéralogie de l'école des mines. Voilà, directeur de minéralogie de l'école des mines. Voilà, exactement, c'est à lui que je pensais en parlant de géologie. En tous les cas, c'est un peu toutes les sciences qui sont convoquées autour de la notion de beauté. Et ça s'articulera autour de quatre grands axes. La beauté au cœur de la vie et du vivant, la beauté comme forme vivante, ensuite la vitalité de la beauté comme patrimoine d'innovation et la beauté vitale. L'idée, c'est que la beauté n'est pas mortifère, mais qu'au contraire, elle peut permettre de vivre dans un monde habitable et qu'elle peut aussi envisager une sorte de futur commun. Donc voilà, ce sera 6 journées, je pense, intenses. Nous aurons, comme souvent dans les colloques de Cerisy, aussi des doctorants, mais en particulier des doctorants de doctorat recherche-création, c'est-à-dire que ce sont des artistes qui font des thèses. Il y en a ceux de SACRE, en fait, du programme SACRE de PSL et puis du programme Radiant des universités normandes. Donc, ce sont des artistes qui voilà, font une œuvre et une recherche académique en même temps et qui nous accompagneront tout au long du colloque. Et pour terminer sur les arts, bien sûr, nous évoquerons la peinture, mais en fait, on a voulu consacrer spécifiquement une journée à la beauté et à la musique, à la beauté musicale, parce que ça, c'est peut-être moins... Ça vient peut-être moins facilement, immédiatement à l'esprit. Et donc, ce sera important, mais il sera aussi question de photographie. Donc, voilà, on essaiera d'explorer tous ces domaines. Et avec vraiment, j'insiste dessus, avec des spécialistes et des chercheurs et des artistes de tous les horizons et de toutes les disciplines pour cette notion de beauté vitale. Merci beaucoup, Laurent Jean-Pierre. Donc, vers une politique des mondes, et il y a un sous-titre avec 2 chercheurs que nous connaissons bien, M. Dardot et M. Laval. Voilà, je vous laisse présenter, parce que je crois que c'est effectivement un des grandes forces de Cerisy, c'est à certains moments d'attaquer une question un petit peu nouvelle et d'essayer de développer des appareils pour la comprendre. Merci beaucoup. C'est un colloque donc, que j'organise avec Pierre Sauvêtre et Aude Guéguin, qui est philosophe au CNAM, Pierre qui est sociologue à l'Université Paris-Nanterre. On a élaboré le colloque aussi avec donc, Pierre Dardot et Christian Laval autour d'une question qu'on avait commencé à travailler, bon, mais comme beaucoup d'autres, disons avant la pandémie et avant la séquence politique qui est la nôtre actuellement, une séquence guerrière, une séquence aussi qui a arrêté en fait des mouvements de transnationalisation de la politique autour de l'écologie, du féminisme, des mouvements populaires qui se sont multipliés, disons, depuis 2008 à l'échelle mondiale. Et donc, du coup, il nous est apparu important de compliquer la question, disons, de cet examen de la transnationalisation des mouvements sociaux et des mouvements politiques contemporains, disons, en la frottant à une nouvelle anthropologie, notamment issue de l'œuvre de Philippe Descola, dans laquelle, pour traiter les questions écologiques, on met en avant, disons, l'existence de cosmologies, de modes de liaison entre humains et non-humains qui sont variés, qui sont pluriels, qui sont différents et qui, du coup, disons, complexifient le problème de l'internationalisme ou le problème de la cosmopolitique en tant qu'on ne peut plus présupposer une unité, une homogénéité, disons, des modes de relations sociales au niveau planétaire. Et donc, c'est à l'examen de cette cosmopolitique complexifiée que le colloque sera consacré. Alors, c'est un colloque pluridisciplinaire. Il y a des théoriciens politiques, il y a des sociologues, des politistes. Étienne Balibar nous fera l'honneur d'inaugurer le colloque puisqu'il publie au mois de mai, c'est une série d'écrits sur justement la cosmopolitique et qui réfléchit à l'heure actuelle depuis la pandémie et aussi à la lumière, disons, des questions écologiques, à ce qu'il appelle une politique de l'espèce. Et puis on traitera, disons, on fera un bilan avec des historiens des internationalismes du XXe siècle, on traitera des forces cosmopolitiques actuelles, on s'interrogera sur justement les perspectives que peuvent apporter la philosophie ancienne et la philosophie grecque en particulier
avec Arnaud Massé sur ces questions de rapport au non-humain aujourd'hui. On écoutera Pierre Dardot et Christian Laval nous livrer leur réflexion actuelle sur les rapports entre État-nation et cosmopolitique. Et on fera un bilan aussi de ces mouvements dont j'ai parlé au début de mon exposé, mouvement climat, lutte indigène, et féminisme et écoféminisme en particulier. Voilà. Merci à tous. Je crois qu'on attend qu'on cède la place. Bravo.